Et ces étapes sont indispensables pour bien structurer vos travaux de R&D tout au long. Ce webinaire est proposé par le groupe des référents et référentes Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation de la région Pays de la Loire. Je suis Flortje de Vink, référente pour la Mayenne. Gérald, est-ce que tu veux bien passer la slide suivante, s'il te plaît? Comme ça, tout le monde verra tous les référents et référentes de la région. Il y a également Damien Derouet, qui est le référent de la Sarthe et qui sera notre modérateur du chat aujourd'hui. Merci à toi, Damien. Nous avons également Laurence Lavenot, qui est la référente pour le territoire de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Vous l'avez mis en rouge, en vert. Également Sandrine Renseigne, qui est la référente pour le Maine-et-Loire. Alors, j'entends un micro qui est ouvert. Ça fera partie d'une des consignes de couper vos micros, s'il vous plaît. Ça permettra à tout le monde de bien entendre. Et cette mission des référents Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation est coordonnée par Gérald Touan, professeur des universités et expert en politique publique et innovation, qui nous fera le plaisir de nous apporter toutes les informations durant ce webinaire, et également par Muriel Labesse, qui est chargée de projet et direction des entreprises et d'innovation pour la région. Avant de commencer, je vais juste dire deux mots à propos du dispositif des référents Crédit Impôt Recherche et Innovation. Il a été mis en place dans le cadre du plan Ensemble pour innover. Et donc, comme vous le voyez, il y a un référent-référente sur chaque territoire de la région, et nous faisons partie des technopoles. Notre rôle est avant tout de sensibiliser et d'accompagner les entreprises à établir aussi des connexions avec les laboratoires, de donner toutes les informations sur le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, et aussi sur les questions de propriété intellectuelle. Et nous travaillons aussi, et nous sommes en lien avec surtout les services de l'État, la DIRECT, la DRFIP et la D2RT. Et nous menons aussi des actions de sensibilisation individuelle, donc des face-à-face ou alors en groupe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à nous contacter. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Avant de passer la parole à Gérald, je tiens aussi donc à vous préciser que durant le webinaire, nous aurons différents temps de pause qui vous permettront de poser toutes vos questions sur ce qui sera dit. Vous n'hésitez pas donc à les poser directement dans le chat. C'est donc mon collègue Damien qui relayera les questions et fera le tri pour qu'il n'y ait pas de répétition à Gérald. Et surtout, donc, pensez à couper vos micros, mais ça, je crois que c'est bon. Et donc, je passe maintenant la parole à Gérald. C'est à toi. Bien. Merci. Merci, Florge. Bien, bonjour à tous. Donc, Florge m'a présenté. Peut-être un point pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, j'étais D2RT adjoint pendant 10 ans, à la D2RT, donc 2008-2018. Donc, je m'occupais particulièrement des problématiques de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, JUI. Donc, et puis, je suis maintenant à la région. Donc, j'ai également un poste à l'Université de Nantes et je dirige un laboratoire. Donc, c'est dans cet ensemble-là que je vais vous présenter ma vision, bien sûr, comment dirais-je, de l'état de l'art et du verrou, qui sera peut-être un peu différente, peut-être, je mets mon chronomètre, pour d'autres, mais en tout cas, de la vision que j'ai pu acquérir au cours des différentes discussions que j'ai eues avec des sociétés de différents domaines, différentes tailles, tout au long de ces 10 années. Voilà. Donc, identifier son verrou et constituer son état de l'art, je trouve que c'est une question, en tout cas un objet qui est, de tout ce que j'ai vu moi en 10 ans, compliqué. Et c'est resté compliqué tout au long de l'approche que j'ai eue avec des sociétés. D'où, à mon avis, la nécessité d'en parler aujourd'hui pour pouvoir commencer à débroussailler ce terrain, sachant qu'il y a des experts de l'état de l'art, des experts des verrous, donc il y a vos référencés hier, il y a des cabinets, il y a des laboratoires publics privés qui savent également se confronter à l'état de l'art, mais il me semble important pour chacun et chacune des sociétés de pouvoir avoir des éléments de langage et une logique pour pouvoir y parvenir. Alors, à la fin, l'objectif, c'est ça. Donc, il y a des temps de respiration, comme a dit Flore, qui vous permettront
de poser des questions et puis moi de souffler un peu aussi peut-être. Et donc, on commence finalement par ce qui est globalement votre quotidien pour certains, c'est ce fameux imprimé du crédit impôt recherche 2069A. Donc, tout ça est disponible sur le site web du ministère. Et quand on regarde finalement, ça commence par, bon, bien sûr, des indicateurs de votre propre société et puis l'objet de l'opération de R&D et puis la contribution scientifique, technique ou technologique. Alors, quand on n'a aucune idée de l'approcher, ça reste compliqué. Donc, ça reste ici. C'est là où se positionne finalement l'entrée de cette partie du dossier, que ce soit crédit impôt recherche, contrôle fiscal ou rescrit, ou même, on verra, donc crédit impôt innovation. Et ces éléments-là, quand un expert va le lire, c'est un gage de confiance que vous allez lui donner dans la suite. Et j'ai bien souvent vu je dirais des explications de cette partie 5, c'est-à-dire la description qui était intéressante, mais qui aurait pu mériter d'être mieux intégrée. Eh bien, le fait qu'il y ait un bon état de l'art, une belle identification des verrous, eh bien, ça a permis d'avoir une acceptation beaucoup plus facile. Donc, c'est évident que cette partie-là, tout en étant pédagogue, est importante. Alors, pour moi, c'est quoi un verrou technologique ou un verrou scientifique? C'est tout ce qui vous empêche de progresser dans votre projet, bien sûr. Donc, des obstacles. Ce sont des obstacles. Alors, des obstacles qui seront d'abord scientifiques, c'est-à-dire vous manquez de connaissances pour commencer et continuer votre projet, vous manquez de données, donc il va falloir les générer, ces données, ou il y a des théories que vous avez en tête, puis finalement, ne se trouvent pas applicables du tout, il va falloir éventuellement retravailler la chose, donc ça, c'est ce qu'il y a le plus compliqué. Puis, il y a aussi des obstacles techniques qui sont liés à je dirais, des problématiques techniques ou des briques technologiques dans votre approche sur la longévité des matériaux, les batteries, je pensais quelques exemples, les supports informatiques. Donc, il y a besoin à ce moment-là d'une démarche itérative pour parvenir à lever les verrous. Et moi, quand je fais ça, quand on me pose des questions, identifier des verrous, comment on peut faire, etc. Alors, ce n'est pas simple, je ne dis pas que c'est simple. Donc, il faut un peu de temps, un peu d'expérience, mais moi, ça tourne toujours autour de différents éléments. Déjà, j'ai besoin de me situer. Donc, la maturité du projet. Ça, c'est une maturité, il faut que je la recherche, cette maturité, si elle me semble plutôt importante ou au contraire plutôt initiale. C'est un projet qui est plutôt initial, voilà. Après, il faut absolument que je me positionne dans ce que j'appelle moi la contrainte d'usage, donc le domaine dans lequel le projet va se situer. Et donc, ça, c'est important parce que dans un dossier de CIR ou de C2I, peu importe, ou même un dossier de demande de financement, de façon générale, de toute façon, eh bien, vous devez construire des rails, et ces rails-là, c'est votre contrainte d'usage, pour que l'expert se mette sur vos rails. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à l'expert de conduire la locomotive, c'est vous. Donc, c'est vous qui mettez vos rails. Et donc, ces rails, ce sont ce que j'appelle la contrainte d'usage, le domaine dans lequel vous vous situez. Donc, il peut y avoir à l'extérieur de votre domaine déjà des choses de fait. On verra certains exemples. Mais dans votre domaine, ça n'existe pas. Donc, la transposition n'est pas forcément évidente. Donc, c'est là où il va peut-être y avoir ce verrou. Donc, la contrainte d'usage est importante. Bon, premièrement, maturité. Donc, les fameux technologies readiness level, on va revenir dessus. Et puis après, ce que j'appelle le verrou, il y en a plusieurs, c'est qu'est-ce qui va m'empêcher d'avancer. Et bien ça, je confronte tout le temps avec les connaissances que j'ai moi d'un domaine ou des domaines, alors que ce soit dans la contrainte d'usage ou à l'extérieur. Donc, oui, il y a cette confrontation-là. Verrou, c'est une espèce de ping-pong en permanence. Et j'en définis après un sujet. Et attention, le sujet, ce n'est pas forcément le projet. Parce que vous pouvez avoir l'ambition comme projet de faire une voiture électrique, mais le sujet, à proprement parler, qui va être déposé dans le cadre de l'étude pour le CIR, ce sera peut-être complètement différent. Ce sera la batterie, ou ce sera des capteurs, ou travailler sur les pneumatiques. Donc, c'est un peu différent quand même de l'ambition que vous avez. Alors, je prends, pour commencer, 2 exemples. Alors, des exemples, il y en aura 6 à peu près. Donc, un peu de temps pour absorber l'exemple. Là, vous avez finalement devant vous une chaîne de packaging pour remplir à très haut débit des bouteilles
de jus de fruits, donc c'est une chaîne d'embouteillage à haute capacité. Donc c'est un cas d'étude que j'ai eu. Donc l'objectif, c'est de construire un nouveau procédé. On reviendra sur ce procédé de packaging de jus de fruits à haute capacité. Donc on se dit, tiens, haute capacité. Et où sont les verrous possibles? Vous voyez, là, déjà, j'imagine des verrous. L'interface aux machines, qui peut être un problème, effectivement, d'interaction entre l'opérateur et puis la machine en elle-même. Le logiciel de pilotage, qui peut être également intégré aussi. Tout ce qui est les matériaux qui vont pouvoir être utilisés, sachant qu'il faut une chaîne qui permet de stériliser. Donc, le procédé de stérilisation pourrait être un enjeu particulier. Vous travaillez sur les gains énergétiques. Donc, c'est différents sujets sur un même projet. Autre cas possible, un autre exemple, c'est l'automobile. Voyons l'exemple d'une micro-voiture. J'ai eu cet exemple-là, je le cite régulièrement parce que c'est un exemple parlant de contraintes d'usage, justement, dans un même domaine. C'était une micro-voiture où l'objet, c'était intégrer un airbag dans une micro-voiture. Bon, en soi-même, on se dit, bah, les airbags, c'est connu, il n'y a aucune raison d'imaginer une quelconque innovation, puisqu'il suffit d'intégrer ce qui existe déjà. Et en fait, la société qui avait déposé ça, ce n'est pas celle qui est intégrée ici, hein, c'est une photo non contractuelle, on va dire. J'ai oublié de flouter. Et donc, en fait, la société en question me posait la question, mais d'emblée, ça a été, on envoie ça à un spécialiste de l'automobile, et puis il y a eu un retour négatif. Et en fait, après discussion, une longue discussion avec elle, hein, ça a été eh bien, là où ils ont beaucoup travaillé, et ça, ils n'avaient pas identifié, vous voyez, c'est encore une fois le verrou. Ils n'avaient pas identifié que finalement, ils avaient passé beaucoup de temps sur quoi? Sur le capteur en lui-même. Donc, c'était un capteur parce que la micro-voiture est bien plus légère qu'une voiture normale. Donc, déclencher un airbag, on ne pouvait pas faire une transposition directement du secteur automobile classique vers la micro-voiture. Donc, l'enjeu était le capteur. Donc, tout s'est repositionné sur l'état de l'art sur le capteur et pas du tout sur la micro-voiture qui était l'application en question. Donc, vous voyez, projet, sujet. Alors, ces fameux TRL. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je pense qu'il y a quand même, j'ai vu à peu près, il y a du monde, il y a beaucoup d'industriels aussi. Donc, en général, vous avez l'habitude, bien plus que nous, les scientifiques, mais on commence à être, comment dirais-je, nous aussi, dans ces domaines-là. Donc, le TRL, je rappelle, c'est le sujet en lui-même à très, très bas niveau de connaissance. Donc, c'est l'idée. Et puis, la réalisation TRL 9, avec ensuite le marché. Donc, en général, entre le 1 et puis le 9, hein, il faut une dizaine d'années à peu près. Donc, c'est quand même des étapes longues où il va falloir de la recherche, d'où le CIR qu'on positionne en général de 1 jusqu'à à peu près 6. Donc, vous voyez, j'ai mis une zone ici qui est la zone de passage, donc où il y a une démonstration d'un prototype dans un environnement qui est représentatif. Et puis après, le passage du 6 vers le 9, où là, c'est le système complet qui est quasiment le système qui pourra être vendu, en tout cas qui est quand même dans des missions opérationnelles. Exemple, un drone. Vous pouvez très bien imaginer le drone que vous développez, le mettre dans votre piscine. Et s'il s'agit d'une application en milieu marin, en haute mer, eh bien, ça ne va peut-être pas marcher parce que vous ne l'avez pas testé en haute mer. Donc, on est évidemment dans des conditions de TRL 9. Et là, ce sera plutôt d'un positionnement en C2I, crédit impôt innovation. Donc, quand je repositionne ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh bien, c'est toujours les 4 éléments, la maturité dont j'en ai parlé, les verrous, la connaissance, le sujet, et ce seront plutôt des verrous scientifiques qu'il faudra aller chercher. Inversement, ici, dans le cas du C2I, plutôt des verrous de type technique. Donc ça, c'est globalement pour vous scinder les choses de façon assez simple. 2 exemples intéressants et qui sont significatifs. Un exemple où ce sera plutôt du CIR. Et là, c'était le cas de sociétés qui réalisent des chaussures orthopédiques pour des enfants. Et la question qui était posée, c'est comment moi je peux m'adapter à l'enfant, à sa contrainte, à lui, qui est la contrainte de la marche,
du très petit, petit enfant, et quelles sont finalement les contraintes qui existent. Et donc, il y a une étude de fait, vous voyez, une étude plutôt entre les sciences humaines et puis la médecine, où il y avait une approche de compréhension des mécanismes de la marche. Donc, on sent bien qu'il y a la connaissance à obtenir, et il a fallu voir si, par hasard, il y avait déjà des connaissances de fait par rapport à la littérature. Donc, les domaines qu'on peut identifier, c'est la santé, la biomécanique, l'orthopédie, le comportement. Les verrous, on a bien compris que c'est la relation avec la connaissance. On n'a pas encore l'objet en lui-même, même si ça va servir à mieux concevoir les chaussures après. Donc, c'est une connaissance plutôt des scientifiques, donc c'est du CIR. Et les verrous qu'on peut imaginer, qu'il va falloir étudier, ça a été le cas pour cette étude, l'influence de l'âge, du poids, du sexe, de possibles malformations qui peuvent nécessiter une approche particulière et un modèle, peut-être mathématique, associé. Et les mots-clés qu'on peut imaginer pour la recherche de la littérature, on va revenir là-dessus, biomécanique, orthopédique, chaussures et behavior pour le comportement. Donc, ils peuvent être intégrés dans les bases de données. À l'opposé de l'ensemble des TRL, cet exemple, toujours, enfin là on est encore dans le domaine du cuir, enfin, en tout cas de l'habillement cuir, c'est un TRL plutôt élevé, où c'est plutôt du crédit impôt innovation qui a été mis en avant, où là ici vous avez le domaine du cuir, où il y a une opération manuelle très importante qui est ce qu'on appelle l'opération de filetage, qui est une décoration avec un objet, avec une espèce de fer chaud, dont l'objectif, c'est de décorer le cuir. Une opération minutieuse qui, jusqu'à présent, sollicitait beaucoup ou éprouvait beaucoup les opérateurs. Et vous avez ici donc le CTC, le Centre technique du cuir, qui a développé un outil innovant, qui a été breveté, et qui permet de simplifier le geste de l'opérateur, donc il est moins de difficultés au niveau de son quotidien. Donc, on voit, il y a ces deux critères importants du crédit impôt innovation, le critère de nouveauté sur le marché et le critère de performance, et ici, performance de l'ergonomie qu'on va chercher pour diminuer les troubles musculo-squelettiques. Donc, le domaine, l'industrie, les procédés industriels, donc on est bien dans le processus industriel. La santé, ça touche les problématiques de santé, donc on a bien ce domaine qui commence à se faire, et vous voyez que c'est un peu entre les deux. Et bien sûr, les TMS, qui sont le mot-clé essentiel qu'il faut aller chercher au niveau des bases de données. Donc, le verrou technologique, j'en ai parlé, et les verrous possibles qu'on peut imaginer par rapport à l'approche, c'est l'impact du poids, du matériau, l'habitude également des différents opérateurs, comment eux pratiquent. Il faut étudier ça pour pouvoir ensuite le transposer dans un objet qui pourrait être utile, qui correspondra aux besoins. Et donc, dans l'état de l'art qui sera à faire, ce seront des mots-clés, bien sûr, musculo-squelettal problems, donc l'étude du comportement, Leather Goods, pour être évidemment dans si on ne trouve pas dans Leather Goods, essayer d'ouvrir dans d'autres domaines qui pourraient s'y rapprocher. Donc voilà deux exemples par rapport au TRL qui vous permettent d'illustrer ce que je disais. Alors, on a parlé des verrous. On a parlé des TRL, et vient le gros morceau. Le gros morceau, c'est quand même l'état de l'art. Parce que, je vous rappelle, on a le verrou qui va être en interaction toujours avec la connaissance pour qu'on petit à petit, on arrive à trouver le bon verrou. C'est un problème itératif. On ne trouve pas tout de suite. On a des hypothèses de verrou. Et après, il faut confronter ça avec l'état des connaissances et des techniques pour se dire, ce verrou, il est déjà levé ou il n'est pas levé finalement. Donc là, on se pose cette question. Et l'état de l'art, vous allez voir, donc je vais passer un peu de temps dessus. Et l'état de l'art, c'est 3 étapes donc, qui doivent conduire à cette partie-là, qui est la rédaction de l'état de l'art. Et c'est ça qui va être dans le fameux projet de demande de budget, par exemple, ou projet CIR, projet C2I. Tout ça c'est cette partie-là. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Le gros, c'est la phase 1 et 2. Et cette phase-là qui est extrêmement importante, même si la phase 3, c'est une phase de création aussi, mais création écrite, une transposition écrite de ce qu'on a compris, mais la phase 1 et 2, elle est importante. La phase 1, c'est on va récupérer les données. Donc, pour récupérer les données, oui, le problème, c'est qu'il faut des bons mots-clés, et les bons mots-clés, on ne les trouve pas toujours
tout de suite. Il faut également aller chercher et faire une espèce d'itération pour petit à petit élaborer de mieux en mieux mes mots-clés, ou bien je suis un expert du domaine et je connais parfaitement tout de suite, bien sûr, les bons mots-clés. Bon, ça arrive aussi. Donc, soit vous vous adressez à des experts ou des labos, etc., soit vous essayez vous-même de le faire et ce sera un jeu qui va profiter puisque vous allez vous-même vous poser des questions et avancer sur le sujet. Donc, pour ça, il y a des banques de données, bon, les banques connues de brevets, bien sûr, hein, pour les problématiques techniques, et il y a les publications scientifiques, on va voir des illustrations par rapport à ça. Alors ensuite, la synthèse des informations pertinentes de la bibliographie, eh bien, cette synthèse-là, c'est à partir de tous ces éléments-là, mettons, vous avez une centaine de publications, brevets, il va falloir une à une les lire, ou au moins lire le résumé et le titre, petit à petit, sélectionner celles qui vous paraissent pertinentes par rapport à votre objectif, et celles qui sont les plus parlantes en tout cas. Et petit à petit, ça peut très bien, il y en a certaines de la phase 2 qui peuvent très bien être éliminées, mes doctorants font ça dans le labo, moi-même aussi, hein, je fais ça, et je m'aperçois que celles que j'avais sélectionnées en phase 2, il y en a certaines, finalement, après coup, qui ne sont pas utiles. Voilà. Donc ça, c'est classique. Et après vient l'étape de rédaction. C'est la création. Et donc, il faut être précis. On va voir quelques exemples. Précis, concis, pédagogue et surtout critique. La critique, c'est bénéfique. C'est dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est sur ces deux éléments-là que vous allez construire votre projet. Exemple ici de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire. Le premier, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, petite chose, c'est que pour la partie 1, il y a un moment donné, il y a eu confusion entre ici, j'ai eu des cas comme ça, hein, entre ce qu'on attend dans un CIR et puis les différentes phases. Et moi, j'ai eu quelquefois des cartons, 4 cartons de bibliographie complets avec toutes les publications qui étaient sorties. Et je devais moi-même faire l'état de l'art. C'était la compréhension qu'avait la partie demandeuse. Évidemment, ce n'est pas ça. Ce qu'on attend, c'est la partie 3. Donc, vous voyez, le cas extrême, c'est ici, je me retrouve avec un état de l'art qui est extrêmement succinct. Objectif, c'est de faire des sons de température Wi-Fi. Et là, voilà l'état de l'art. Sons de température existent librement sur le marché, mais leur exploitation nécessite une connexion filaire. Malgré tout ce qu'on a pu voir dans le marché, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est de la recherche. Évidemment, on se comprend bien que, à l'époque, c'était hier, il n'y a pas C2I encore. On comprend bien que là, c'était complètement insuffisant parce qu'on n'élabore pas de verrou, on ne critique pas ce qui est déjà fait. Parce que les sons de température Wi-Fi, à l'époque, ça existait déjà. Donc, ça, c'était un point d'achoppement. Il a fallu que la société refasse. Et puis, il y a ce qu'il faut faire. Et vous voyez, l'état de l'art, c'est court, mais c'est bien argumenté. Il y a des références et il y a un texte. L'état de l'art qui fonctionne, c'est un état de l'art qui fonctionne en fait en entonnoir. C'est-à-dire, on parle de très grandes généralités, dans un domaine d'études, bien sûr, qui peut être l'agroalimentaire ou peu importe, et vous devez descendre pour amener le lecteur vers votre problématique à vous. Donc ici, l'objectif, c'était de suivre, c'est en biotechnologie, de suivre l'évolution d'un bioréacteur, donc avec des algues, avec une étude avec de la spectroscopie, donc simplement une méthode optique. Hein. Dans quel état je me trouve au cours de l'état physiologique pour pouvoir faire la récolte, par exemple, de microalgues, de spiruline, par exemple, quand est-ce que je peux le faire? Et donc, en fait, l'objectif, c'était d'approcher ça avec cette méthode Raman. Mais quand on fait ça, il faut dire, forcément, d'autres méthodes existent. Donc, il faut arriver petit à petit, ces méthodes, à trouver ce qu'il y a de bien ou ce qu'il n'y a de pas bien, et ce qui a été fait dans le domaine propre, pour ensuite dire, nous, on aimerait aller vers tel domaine. Donc là, regardez, il existe plein de méthodes pour le faire, résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie Raman, etc., peu importe. D'une manière générale, ils font de l'analyse en ligne. On cite des références. Donc, ces références, vous voyez, j'ai pris un exemple de comment il faut les exprimer dans le dossier. Il y a l'auteur, le titre, donc l'année, et puis les références de la revue. Ces études montrent la faisabilité, donc on dit, oui, il y a des choses, mais vous voyez, point d'achoppement, on commence à basculer. Néanmoins, l'approche de mesure appliquée consiste à suivre les sous-produits de la réaction. Donc, on dit, oui, c'est bien, mais voilà ce qu'ils font. Et on dit, l'information apparaît bien limitée.
Et quand on bascule sur l'idée de ce qu'on veut mettre en avant, la spectroscopie Raman, on dit que la littérature est assez pauvre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y en a 4. Et ces 4, on les cite, notamment une, et vous voyez, qui est citée ici. Et après ça, les études proposent, mais aucune ne concerne des milieux réactionnels complexes. Donc, on dit que ça existe, mais on n'a pas travaillé encore sur les domaines complexes. Et c'est là où on se dit, tiens, il y a un verrou, et c'est là où on va aller. C'est un exemple, et vous voyez, c'est court. Alors, quand je fais ça, maintenant, on va passer dans un cas pratique, hein, l'aspect technique, finalement, des choses. Ici, je regarde, et puis, moi, j'ai besoin de 1, 2, 3 grands éléments. Le premier, c'est j'ai besoin de traduire les mots-clés. Donc, je vais avoir c'est 2 outils à moi, hein, Word Référence et 37 Google pour pouvoir passer du français à l'anglais quand je ne connais pas les mots-clés en anglais. Et après, je vais chercher l'info. Donc, vous voyez, la phase 1 et la phase 2. Et là-dessus, bon, pour les brevets, ce n'est pas très compliqué. Pour ce qui est articles revues scientifiques, eh bien, vous avez un grand panel possible. Certains sont payants, mais en général, il y a toujours accès aux titres et aux résumés. Bon, PubMedLine, c'est celui qui est le plus ouvert. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'applications médicales. Et moi, je vais souvent sur Scopus, parce que l'Université de Nantes a Scopus, hein, elle a un abonnement. Mais il y en a d'autres, hein, Séance Directe, Linist aussi, bien entendu. Plateforme du CNRS vous permet d'accéder à des informations aussi. Et puis, j'ai un outil, j'aime bien cet outil-là, que je vais vous présenter, c'est VoiceViewer, qui est un logiciel gratuit. Et vous allez voir qu'il est puissant, puisqu'il vous permet de, même si ça ne remplace pas la lecture, bien entendu, ça vous permet de bien définir le panorama de la publication, le panorama des mots-clés, qu'est-ce qui a été fait dans mon domaine. Donc, vous allez visualiser les mots-clés, leurs interactions, et éventuellement revenir par itération sur les mots-clés qui vous paraissent finalement mieux que ce que vous aviez pensé au départ. Alors voilà la technologie, la mécanique autour de VoiceViewer. Vous avez besoin d'une base de données, parmi celles que j'ai citées. Ça peut être des brevets aussi, hein. L'enregistrer sur un format, moi j'utilise toujours le format RIS, parce que je le maîtrise tout simplement. Et puis je le transfère à VoiceViewer, qui est téléchargeable, c'est gratuit. C'était réalisé par ces 2 chercheurs hollandais. Et vous allez voir, ça vous permet, par exemple, de générer ce panorama, qui est à titre d'exemple, hein, à partir de 5378 articles. Alors, sauf que VoiceViewer va en prendre, comme c'est gratuit, va en prendre que 2000. C'est déjà pas mal. 2000 articles. Et là, vous avez le panorama de tout ce qui a été fait en mots-clés. Hein, quand les auteurs publient, ils mettent des mots-clés pour qu'on s'y retrouve. Et donc, eh bien, c'était le domaine du biocapteur. Et on voit toutes les interactions. Et chaque couleur correspond à des thèmes. Et regardez, ça commence à être intéressant. Pour ceux qui s'y intéressent, on arrive à définir les mots-clés qui parlent et les mots-clés qui ont une force. Et c'est là où il va falloir aller. Donc, voilà un exemple de ce qui peut être fait. Et puis, on va évidemment illustrer ça, bien entendu. Première pause. J'étais un peu long, mais c'était important. Merci Gérald. Non, je t'ai laissé parler parce que c'est des questions, enfin, c'est une des notions importantes et pour bien démarrer. Damien, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Alors, on a eu quelques questions, j'ai eu quelques questions en direct, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas soit à les mettre dans le chat, soit si vous ne souhaitez pas forcément les mettre à tout le monde, vous pouvez me les envoyer directement en sélectionnant Damien Derouet dans le chat. Comme ça, je peux redonner les questions derrière. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'un projet ne peut avoir qu'un seul verrou technologique? Alors, je pense, parce que je l'ai expérimenté, plus on va aller dans une maturité importante, plus on va réduire le nombre de verrous. Si les verrous, si on passe à un projet qui est plutôt scientifique avec des TRL plus bas, là, on a plein de verrous possibles et c'est là où c'est compliqué. Il faut en choisir quelques-uns en fonction des compétences qu'on peut porter et puis qu'après, on puisse proposer un sujet. Mais je dirais que oui. Après, c'est tellement coûteux d'aller approcher, je dirais, qui dit plusieurs verrous, dit plusieurs approches scientifiques pour les lever. Donc, il vaut mieux en choisir qu'un seul. Donc, un projet, un verrou, je dirais un sujet, un verrou, oui. Un projet peut avoir plusieurs verrous. Il y avait une question aussi sur
la zone spatiale d'étude des verrous. Est-ce que la recherche finalement de l'état de l'art, quand on veut présenter un verrou, se fait uniquement sur une zone française, sur une zone européenne Ah, ou ouais, toujours sur une zone mondiale? ouais, ouais. Je pense il vaut mieux le mettre au niveau international, c'est sûr. Parce que normalement, les experts sont des experts, des scientifiques du ministère ou des écoles, enfin du CNRS, et eux, ils ont une vision internationale. Donc le problème, c'est que si vous vous limitez à un domaine d'études particulier qui est par exemple la France, les publications en français, il y en a extrêmement peu hein, qui sont en langue française, donc vous aurez du mal. Donc à mon avis, il vaut mieux le mettre à l'international. Suite à la remarque que tu as faite tout à l'heure aussi sur la longueur ou justement l'absence de trop grande longueur d'un état de l'art, il y a une personne qui m'a envoyé une question en me disant finalement, c'est quoi la bonne longueur? À la bonne longueur, ni trop peu, ce n'est pas une bonne réponse. Non, je dirais que dans un document de CIR ou rescrit, je pense que 2 pages bien écrites, comme je vous l'ai montré là, avec une ou deux illustrations qui présentent bien votre idée, c'est largement suffisant. Plutôt que, je dirais, quelque chose de très très long et puis creux, j'en ai vu et ça ne sert à rien finalement. Je pense qu'il vaut mieux illustrer ça avec la façon dont je vous ai montré, bien orienter, je dirais, l'expert. Ça, c'est très important. On ne dira jamais assez. L'expert n'est pas forcément, c'est un expert d'une thématique. Quand il est choisi, l'expert, c'est par rapport à la compréhension de l'instructeur quand il reçoit le dossier. Donc, l'instructeur, lui, il va avoir sa propre vision du projet. S'il ne comprend pas, souvent, ben, évidemment, il questionne l'entreprise pour mieux comprendre. Puis il va le mettre dans un domaine donné et si c'est les matériaux, ben, il va questionner un expert des matériaux. Mais bon, par exemple, un expert des matériaux dans le domaine de l'agroalimentaire, ben, ce n'est pas toujours facile à trouver. Donc, il fait le pari que ça va être possible que l'expert en matériaux puisse aussi avoir une vision. Vous voyez, vous devez en tant qu'entreprise être pédagogue et dire attention, quand vous lisez, il faut le lire comme ça, il ne faut pas le lire autrement. Et c'est vrai que des fois, il y a des. Quand on laisse trop l'expert aller utiliser son imagination pour imaginer des verrous possibles, c'est là où ça commence à être difficile. Donc, il faut mettre des barrières. C'est ce jeu-là qu'il faut avoir. Donc, c'est un sujet d'écriture, hein, tout simplement. On a une autre question dans le chat. Une dernière question, oui. Des verrous techniques au niveau du C2I dans les travaux de prototypage. Où je vois des verrous techniques. Où doit-on parler des verrous techniques au niveau du crédit d'impôt innovation dans les travaux de prototypage? Eh bien, c'est dans la partie initiale, je pense, dans le début du projet. Donc là, je n'ai pas un exemple, mais c'est toujours dans les problématiques du début du projet, dans la partie où il faut justement présenter son projet, il y a le critère de nouveauté qu'il faut présenter, donc nouveauté par rapport je dirais, la concurrence, et puis la nouveauté éventuellement par rapport à d'autres brevets, ça c'est déjà un point. Et puis après, il y a une description des différents verrous que vous voulez approcher. En fait, c'est à ce niveau-là, c'est quand on fait l'étude de marché. Et là, on insiste bien, l'étude de marché, c'est encore une fois un peu comme vous l'essayez hier, il faut bien la cloisonner. C'est un marché très précis, sinon vous aurez tendance à aller en confrontation avec d'autres marchés et peut-être que ça existe déjà. Très bien. Merci pour ces questions, Damien. Merci à tous et à toutes aussi pour les avoir posées. Gérald, je te laisse continuer. Je te laisse une quinzaine de minutes pour la seconde partie. D'accord. À Alors, tout à l'heure. la deuxième partie va commencer par une proposition de démarche. C'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé, donc parmi les références CIR, quelle démarche on pourrait imaginer. Alors, ça n'a pas été simple, mais moi, je veux une démarche en 4 étapes. Positionner, identifier le verrou, confronter avec l'état de l'art et solutionner, qui est l'étape la plus longue, puisque c'est l'étape où, normalement, si jamais la littérature ou les brevets j'ai fermé la fenêtre, ne permettent pas de répondre, il va falloir entamer un programme de R&D ou un programme d'innovation. Donc, positionner, c'est là où le projet arrive, questionnement, est-ce que ce que je veux faire, la voiture électrique, peu importe, ou faire du e-learning, est-ce que globalement, c'est de l'innovation, c'est de la recherche? On pose souvent ces questions.
Alors moi, d'abord, j'essaie dans ma tête, en tout cas, de trouver le domaine scientifique et les enjeux sociétaux s'il y en a. Donc, moi, j'ai plusieurs tiroirs, comme vous, et j'essaie d'en ouvrir le moins possible pour que ce soit facile à comprendre. Donc, les tiroirs, c'est quoi? Santé, agroalimentaire, les enjeux du numérique, ouais, c'est ces gros tiroirs-là qui évitent finalement je dirais, de trop compliquer la question. Et attention, regardez, j'ai encore une fois mis bien définir le domaine à identifier. Ça, c'est important, puisque, encore une fois, le domaine et les enjeux sont importants pour pouvoir bien réfléchir facilement, pour ne pas être hors domaine. Ensuite, quand on veut savoir, on a des questions comme ça. Est-ce que c'est de la recherche, à votre avis, ou pas? Ça, ce n'est pas facile. Quand on ne connaît pas bien le projet et quand on n'est pas expert du domaine, eh bien, par contre, on arrive à réfléchir. Il y a une façon d'y réfléchir. Et celle qui est proposée ici, c'est de se dire, est-ce que le produit, finalement, que j'imagine, il est bien identifié? Donc, autrement dit, est-ce que j'arrive à quasiment faire un dessin? Est-ce qu'il y a des fonctions que je sais déjà définir ou pas? Si ce n'est pas, c'est-à-dire que globalement, non, c'est beaucoup d'incertitudes. Vous voyez, c'est là où ça rejoint la question de Damien, beaucoup de verrous, pas beaucoup de verrous. Là, ces TRL seront plutôt bas. Donc, on sait très bien qu'on va être dans la recherche de connaissances. Et il va falloir imaginer un certain nombre de verrous possibles. Énoncer, lister, imaginer. Il ne faut pas hésiter à imaginer des verrous, tous les obstacles qui peuvent faire opposition à votre approche. Et c'est là où il y en a beaucoup quand finalement on part de très bas. Donc là, il y a beaucoup de questions. Donc là, des verrous, je les ai identifiés. Ça ne veut pas dire que c'est les bons, puisqu'il va falloir maintenant les confronter. C'est l'étape suivante, l'étape de confrontation avec l'état des connaissances. Publication, brevet, on en a parlé, il y a une méthode, on reviendra dessus. Donc je confronte, et puis quand j'ai confronté ce que j'ai imaginé, ou ce que je sais, avec l'état des connaissances du moment où j'ai démarré le projet, j'entends bien, eh bien, je vais me dire, est-ce que la solution est trouvée? Si c'est oui, il n'y a pas besoin de continuer, je vais gagner du temps, je vais récupérer l'idée, ou j'achète le brevet, etc. Et j'avance, et je vais faire mon marché plus vite que les autres, et je vais gagner plus d'argent. Bon, voilà, c'est l'objectif quand même d'une société. Ou si c'est non, eh bien, je vais devoir entamer une période où je vais pouvoir demander une aide au CIR, enfin un remboursement plutôt, et je vais devoir établir un programme de recherche qui va me demander plus ou moins longtemps, ça peut être des années, selon le TRL où je pars, et à ce moment-là, je vais avoir des dépenses de R&D qui vont pouvoir être soutenues dans le cadre d'aides fiscales. Et je rappelle ici, c'est important, tout ça devant se faire avec des personnes qui ont, je dirais, une qualification de chercheurs, chercheuses, en tout cas qui ont un background qui permet de bien identifier, parce que sinon c'est compliqué. Bon, de l'autre côté, vous avez les TRL plutôt élevés, où là, on est toujours dans le crédit impôt innovation plutôt. Et ici, il faut énoncer, lister. Vous voyez, j'ai repris un peu les choses, mais cette fois-ci, le futur produit. On n'est pas dans les concepts, on est dans les produits. Qui est-ce qui fait la même chose? Est-ce que moi, ce que je propose, c'est mieux? C'est plus, c'est mieux, moins gourmand en énergie, etc. Est-ce qu'il est nouveau sur mon marché? Et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Donc, il va falloir avoir, est-ce que c'est plus de technologie, supériorité technique finalement? Est-ce que c'est plus éco-responsable? Par exemple, est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions? Une fenêtre qui capte de l'énergie, c'est une fenêtre qui a une nouvelle fonction. Est-ce que c'est ergonomique, etc. Donc, je vais confronter ça à l'état d'un marché. Pour être précis, j'aurais dû mettre un marché, donc au lieu du marché, dans mon marché. Et puis voilà. Et puis après, je réponds à la question oui ou non. Sinon, pas de C2I. Si c'est nouveau marché, nouvelles caractéristiques, il va falloir le prouver, bien entendu, dans votre démarche. Pardon. Et donc, ce sera du crédit impôt innovation avec la même logique de programme d'innovation à déployer pour pouvoir prouver qu'évidemment, il y a des nouvelles fonctions possibles, nouvelles performances. Alors, on va voir un exemple. Alors, j'ai pris 3 exemples exactement. À chaque fois qu'il y aura des temps de respiration pour des questions. L'exemple 4 qui fait suite aux autres, l'exemple 4, donc j'ai pris 3 exemples, numérique, agroalimentaire et santé, des grands domaines couverts en région. Mais un numérique un peu spécial, puisqu'on va s'intéresser à l'association entre le numérique et puis l'apprentissage, pour changer un petit peu, parce qu'on prend toujours des exemples techniques,
Donc, c'est le domaine du e-learning, donc l'apprentissage en lui-même au travers de Serious Game. Donc, je vous laisse un peu lire l'exemple que je propose. Voilà une société spécialisée dans la pédagogie, de façon générale, et qui a bâti sa réputation au travers de Serious Game. Donc, l'objectif, c'est de permettre finalement à des jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou aller au-delà, même des personnes qui n'ont pas de difficultés mais qui veulent apprendre plus, eh bien, d'apprendre par le jeu. C'est le principe du Serious Game. Mais bon, le marché faisant que ce Serious Game commence à être bien dense, il va falloir trouver autre chose pour garder une longueur d'avance, c'est un peu la logique. Et l'idée, c'est peut-être d'y intégrer la pédagogie immersive au moyen de la réalité virtuelle et augmentée. Donc là-dessus, la question, c'est qui fait quoi et qui a fait quoi pendant ces 10 dernières années, sachant que finalement, quand on y réfléchit, nous, regardez, et quand même, quand je vous montre cet exemple-là, on pense tout de suite à chacun a mis au moins une fois dans sa vie une paire de lunettes ou a vu des gens porter ces lunettes-là et se dit, ça y est, tout est fait. Donc, c'est ce qu'on peut se dire ici. Là, vous avez une espèce de canevas. Alors, je ne vais pas citer tout parce que je vais le faire de façon précise après, où on va aller chercher ensemble tout ce qui touche autour de la réalité virtuelle. Et on va l'associer avec l'éducation, les sciences de l'éducation, puisqu'on est bien dans la pédagogie, puisque c'est les questions qu'on se pose au départ. L'objectif, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier ce qu'ont fait les autres et ce que moi j'aimerais faire de différent pour pouvoir me positionner dans 3-4 ans et être leader sur mon marché. Alors, première étape, c'est quand je mets virtual reality, donc qui est le mot-clé anglais, c'est pas compliqué, hein, la traduction, eh bien, on voit la production scientifique depuis les années 90 et bien avant, puisque la première démarre en 65 jusqu'à 2000. Bon, 2020, après les données 2021, évidemment, c'est petit. Donc, au moment où j'ai fait la littérature. Donc, on voit une nette progression à partir de 2016. Et voilà, l'état de l'art, c'est à peu près plus de 3000 articles de produits depuis le début. Petit aparté, c'est par rapport au mot-clé. Vous voyez, le mot-clé virtual reality, c'est un mot-clé de maintenant. On l'utilise tous, augmenté, virtuel. Finalement, le concepteur de la réalité virtuelle en 1965, eh bien, il n'y a pas du tout ce mot-clé-là. Donc, c'est un petit peu le biais que je vais vous montrer dans le choix des mots-clés, c'est que ce mot-clé-là, lui, il n'avait jamais utilisé. C'était la 3 dimensions, un système en 3 dimensions, qu'on retrouve quand on fait la littérature, puisque ces informations-là, des premiers qui ont développé la technologie, elles sont présentes dans les revues. D'ailleurs, petit aparté aussi, je vous invite, quand vous avez la littérature, un état de l'art, commencez toujours par lire les revues et pas lire les articles scientifiques. Les revues vont vous faire déjà du ménage dans votre approche et éviter justement de lire trop d'articles techniques. Il faut d'abord lire, pour s'imprégner du sujet, de revues. Alors, quand maintenant j'essaye dans Scopus, moi j'ai utilisé Scopus, dans Scopus, et que je mets finalement la virtual reality, donc virtual et réalité, vous voyez, dans le titre, je me suis focalisé que sur le titre, le titre des articles, j'entends, et j'ai croisé avec éducation, vous voyez, je mets and, éducation, et je demande de 2009 à 2021. Eh bien, j'ai 657 articles qui parlent ou qui ont cité ce mot-clé-là. Et on va voir que ce n'est pas toujours facile à trouver, à distinguer. J'en ai quand même 657. Bon, soit vous lisez chacun des titres, vous voyez, c'est classé par année, et on voit déjà qu'on pourrait faire une analyse dessus, des premières analyses. Et quand on fait cette première analyse, on peut accéder déjà aux mots-clés tous les mots-clés qui sont mis en avant dans toute la littérature. Et voilà ces mots-clés. Bien entendu, ce terme virtual reality est le plus utilisé, mais pas que. E-learning, éducation, engineering education, teaching and learning. Donc, moi, je me dis, allez, je vais plutôt, puisque c'est ça qui m'intéresse, je vais focaliser une deuxième recherche sur ces mots-clés-là. C'est ce que j'ai fait. Et vous voyez, je les retrouve, mes mots-clés, toujours pareil. Et j'ai 446 articles qui ont été générés. Et c'est là où je me dis, bon, maintenant, il faut que j'ai un panorama global. Je n'ai pas envie de tout lire. Je voudrais quand même déjà savoir si je ne peux pas encore élaguer. Est-ce que les mots-clés, en plus, que j'ai utilisés, c'est les bons? Vous voyez, je suis toujours dans la recherche de mots-clés. Ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça.
Donc, je les sélectionne tous et je vais les exporter. Donc, export the selected document et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, cette fenêtre s'ouvre quand on est sur Scopus. Sur d'autres logiciels, c'est pareil. Hein. Je sélectionne le format, moi, c'est RIS que je prends et je vais demander que tous les articles, toutes les sélections que j'ai faites ne contiennent pas toute l'information parce que ça va devenir lourd. Je demande évidemment les auteurs, le titre des documents, l'année, l'origine, bon, l'affiliation, donc le pays, l'adresse, ça peut être utile pour vous pour aller chercher les spécialistes du domaine, si vous en avez besoin, le résumé si besoin, et puis les mots-clés. Alors, il faut savoir que, bon, si vous ne voulez pas utiliser VoiceViewer, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez très bien télécharger en format texte et puis avoir tous les éléments sur votre petit document texte transféré sur Word et lire tout ça à tête reposée. Mais si vous voulez utiliser VoiceViewer, donc vous exportez, vous cliquez sur Export et puis vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Ce document est généré, scopus.ris, vous l'enregistrez et voilà déjà votre document qui va être prêt à être utilisé dans VoiceViewer. Et donc, l'analyse du paysage, c'est maintenant que ça démarre. Donc, ces informations tirées de Scopus, vous allez les transférer sur VoiceViewer. Et quand vous ouvrez VoiceViewer, bien sûr, vous voyez, c'est ce petit logo-là, et vous allez créer votre analyse. Donc, quand vous créez, il y a 3 fonctions. Celle que j'utilise tout le temps, c'est Data, Bibliographic Data. Donc, vous cliquez là-dessus. Ensuite, il vous demande de choisir la source, donc le format RIS. Bon, vous choisissez celui-ci. Et puis après, vous allez chercher le fameux document que vous venez de sélectionner via Scopus. Moi, je l'ai appelé Virtual Reality Education.ris. Quand vous avez fait ça, bien sûr, vous mettez Next. Et dans Next, vous avez à choisir, soit vous allez chercher les co-auteurs, par exemple, vous connaissez, mais vous voulez savoir qui est fort dans le domaine pour pouvoir aller sélectionner, puis identifier la personne qui travaille le plus dans ce domaine-là, et puis lui proposer un contrat d'études, peu importe. Ça peut être ça. Ou au contraire, vous voulez voir les mots-clés, comment ils interagissent entre eux, et vous choisissez la fonction Keywords. Choisissez Next, et puis après se trouve, là, il va falloir faire des choix. Et là, c'est des choix que vous devez faire par incrémentation. Ici, c'est quoi? C'est le fameux seuil. Le seuil, c'est quoi? C'est un mot-clé. Le seuil, c'est un mot-clé. Ça veut dire un mot-clé. S'il y a 900, vous voyez, il y a 900, 400 et quelques articles, eh bien, en fait, si on fait la somme de tous les mots-clés, il y a 948 mots-clés. Ça veut dire que le panorama que vous allez avoir sera complètement illisible. Et puis, finalement, les mots-clés n'ont pas trop de valeur puisque chacun, quelquefois, utilise un mot-clé. Donc, moi, je conseille d'augmenter ce seuil à un niveau qui peut être variable selon la quantité d'informations que vous avez. Ici, par exemple, le bon seuil, c'était 4. Autrement dit, 33 mots-clés ont été utilisés 4 fois dans les 446 articles. Donc, ça veut dire que ça renforce l'importance de ce mot-clé. Donc, ça veut dire que ce mot-clé est souvent utilisé ou assez souvent utilisé dans ce domaine-là. Vous finissez et puis, évidemment, on va se construire en quelques secondes le panorama sur ce qui nous intéresse. On retrouve nos 33 mots-clés. Vous voyez ici, items. Il y a 8 groupes qui correspondent à 8 couleurs. Donc, les systèmes produisent 8 couleurs. À la fois, donc, bien sûr, on retrouve au centre, plus le rond est important, le cercle est important, plus il y a la réalité virtuelle, ce mot-clé est important. Vous voyez, donc ça veut dire que education, augmented reality, tout ça, c'est important. Et plus l'épaisseur des traits est importante, plus le lien va être fort. Bon, là, il n'y a pas forcément de trait plus important que les autres, peut-être celui-ci. Et on se rend compte que il y a différents éléments, learning, evaluation, engineering education, game-based learning, c'est l'activité de la société en question. Bon, je passe les détails pour aller ici droit au but, pour montrer un exemple et aller vers les verrous. L'exemple ici, c'est un article qui montre l'utilisation de cette approche en chimie, par exemple, ou l'Université de Singapour, vous voyez, internationale. Hein. L'Université de Singapour, elle, propose d'aller sur le terrain sans sortir et tout en restant dans l'amphithéâtre. Donc, chacun a une lunette et puis se balade sur le terrain, elle va chercher de l'information, fait des prélèvements virtuels, bien entendu, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette publication, et dans d'autres, c'est pareil? Eh bien, on voit que même si ça apparaît être intéressant pour l'étudiant, vous voyez, tout le monde n'adhère pas non plus. L'approche est positive, mais attention, il y a une étude statistique qui est très faible et il n'y a pas d'étude de fond en pratique pédagogique. Et c'est là où la société s'est dit, tiens, moi, je suis spécialiste finalement dans le domaine
de la pédagogie, certes, serious game, alors je vais construire mon projet sur cette approche de pratique pédagogique et de projet scientifique là-dessus. Donc, le verrou est identifié. Donc, j'arrive à la fin de ce premier exemple-là. Si je positionne des verrous scientifiques, donc dont mon TRL en dessous de 6, la maturité, dont j'en ai parlé, plutôt inférieure à 6, et donc la connaissance peu d'études statistiques et pédagogiques, c'est ce que j'ai déterminé grâce à mon étude. Les verrous sont des verrous tournés autour d'études statistiques. Il va falloir faire une cohorte importante d'étudiants et de voir les pratiques pédagogiques autour de l'approche en réalité virtuelle. Et puis, eh bien, le sujet de mon étude, du projet, c'est identifier l'effet de la réalité virtuelle et augmentée. Est-ce que c'est bénéfique est-ce qu'il faut des pratiques pédagogiques spécifiques à ces domaines d'approche? Ou si, par exemple, par contre, tout existe dans ces domaines-là et que la société veut quand même avoir, je dirais, une primeur dans ce domaine, eh ben, elle peut travailler sur des aspects plus techniques et donc travailler, par exemple, sur eh ben, un truc important d'ailleurs, le poids du masque, hein, son autonomie, la qualité d'image, et donc travailler sur des problématiques techniques et donner l'objet, donc un masque de qualité différente. Donc voilà cette première approche qui était plutôt longue, mais qui vous permet de voir toute la dynamique qu'il y a autour de VoiceViewer. Donc on va souffler un peu. Merci Gérald. Est-ce qu'il y a des questions, Damien? Oui, il y a une première question. Vous parlez de revues scientifiques et pas de vulgarisation. Alors, la vulgarisation, ça peut être intéressant pour introduire le sujet, mais après, il faut quand même des éléments où il y a des reviewers scientifiques qui ont évalué la publication. Donc, c'est les publications scientifiques, c'est ce qu'on appelle les rangs A, qui sont les publications qu'on retrouve dans les banques de données que je vous ai données. Ça, c'est mon conseil. C'est bien d'introduire pour introduire le sujet, ouais, mais c'est tout. Alors, tu as présenté quelques outils. Est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels nos auditeurs peuvent s'appuyer? Alors, d'autres outils que ça, moi, c'est ceux que j'utilise moi personnellement. Bien sûr, il y a des outils, Springer a mis en place ce qu'on appelle Dimension. C'est un outil Dimensions avec un S qui associe toutes les banques de données existantes au monde. C'est extrêmement fort. Alors, il travaille sur abonnement actuellement. Et moi, je l'ai vu fonctionner, hein, c'était lundi. C'est très, très impressionnant. Mais c'est un coût. Et là, actuellement, il n'y a pas. Moi, je ne sais pas l'utiliser personnellement, par exemple. J'ai essayé, je ne sais pas l'utiliser. Donc, il faut des experts qui savent utiliser ça. Donc, c'est quand même pas abordable. Alors, par contre, vous pouvez payer des structures. L'INIST, par exemple, l'INIST peut vous faire des études personnalisées d'état de l'art. Des doctorants des laboratoires peuvent aussi le faire. Donc, il y a des structures d'innovation aussi qui savent faire ça parfaitement, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Mais si vous voulez le faire vous-même, le conseil, c'est ça. Il y avait une autre question sur les outils que tu as présentés, Scopus et VoiceViewer, pardon. Est-ce qu'ils sont bien gratuits ou est-ce que ce sont des outils qui sont payants? Comment ça se Alors, passe? VoiceViewer est téléchargeable, c'est gratuit, entièrement gratuit. Les mises à jour sont automatiques. Scopus, une partie est complètement ouverte. Toutes les banques de données que j'ai données, elles sont ouvertes. À un moment donné, quand vous voulez aller plus loin, je pense à un nombre d'articles à regarder, ou quand vous allez vouloir croiser plus d'articles que ce qui vous est autorisé, il va falloir payer un abonnement. Donc, c'est un peu la difficulté. Le seul qui permet d'avoir quelque chose de complètement ouvert sans limite, c'est PubMedLine, qui est une banque de données américaine, mais qui est tournée biotechno, biotechno. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile dans le domaine de la technologie, technologie de production, toutes ces choses-là, ce n'est pas le mieux, quoi, hein. On a une autre question. Lorsqu'un concurrent possède une technologie qui n'est pas brevetée, ni connue dans le détail, peut-on considérer que ce n'est pas dans l'état de l'art? Oui, je suis d'accord. Je ferai comme ça, moi. On connaît le concurrent. Par contre, c'est difficile de le citer, ce concurrent, puisque vous ne pouvez pas non plus dire que le concurrent, il n'a pas fait mieux que vous, puisqu'il n'est pas non plus, c'est pas ouvert. Et effectivement, ce n'est pas connu, ce n'est pas breveté, sauf si le produit n'est pas non plus existant, apparemment, hein, si j'ai compris la question. Donc forcément, il est invisible. Et je pense qu'on peut avoir la même chose
dans le cadre des procédés de fabrication, puisque on n'est pas forcément toujours amené à pouvoir visiter des entreprises et leurs procédés de production quand ils sont à l'intérieur, eh bien, ils sont peu ou pas connus. On peut avoir eu des bribes d'informations. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre dans un état de l'art ou au contraire, on est un peu obligé de le passer sous silence parce qu'on n'est pas censé le connaître? On n'est pas censé le connaître, hein. Ces problématiques de l'agroalimentaire, notamment, qui jalousent évidemment ces procédures, ce qui est normal dans tout le domaine du procédé. Mais non, s'il n'y a pas de publication qui le relate, on peut guère le citer comme étant un produit supérieur ou un process qui va être différenciant par rapport à ce qui existe. Ça va être que le produit issu du procédé qui pourrait être distinguant. Voilà. Ou alors, bon, mais ça se fait, mais vous pouvez très bien imaginer aller chercher, même si ce n'est pas déterminé dans la littérature, je prends l'exemple de l'agroalimentaire, euh, de produits qui sont les mêmes que les vôtres, produits finis, je parle, hein, et puis vous allez chercher la concurrence et vous allez vous-même analyser la qualité organoleptique et la qualité biochimique de chacun des produits, en définir une liste. Et après, démontrez-vous que vous avez une qualité supérieure avec moins d'ingrédients, je ne sais pas, ou un process qui est moins énergivore. Donc là, vous pouvez le faire. Mais c'est une démarche de performance, d'analyse de performance que vous avez fait par rapport à une concurrence. Mais parce qu'il se peut très bien que le produit, que globalement, vous n'ayez pas l'information. Donc, vous êtes obligé d'aller la générer, cette information. Très bien, merci. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors, j'avais une petite question supplémentaire. Est-ce qu'on peut juste constituer l'état de l'art avec les abstracts, finalement, des publications scientifiques si on a accès uniquement à ça? Oui, je trouve que ça peut… Alors, bon, maintenant, il y a 30% à peu près des publications qui sont accessibles. Plus elles sont anciennes, plus elles sont accessibles. Donc, vous allez voir dans les banques de données dont j'ai parlé, la science ouverte est de plus en plus importante. Alors, il y a une banque de données que je n'ai pas citée qui est importante, c'est HAL, H-A-L, qui est une banque de données française où vous avez accès à, mais qui est aussi française, j'entends, qui relate tous les articles français. Et on est obligé, nous, au CNRS, de déposer nos publications dans HAL. Donc, toutes les publications, en tout cas issues de laboratoires français, sont disponibles, sont accessibles. Ça, c'est important. Je n'ai pas les citer, c'est vrai que j'aurais pu. Il y a, bon, ça c'est, et HAL permet d'accéder à ça. Je finis par rapport aux autres. Il y a la partie liée à l'accessibilité, 30% à peu près. Alors maintenant, est-ce qu'avec les résumés, on peut? C'est difficile quand même, hein. C'est qu'on a quand même un risque, sans avoir lu. Alors, moi, je crois que les résumés, on peut s'en contenter, les titres, c'est ce que je fais, pour isoler les articles qui paraissent intéressants. Donc, la phase 2, là. Hein. La phase 1, on a toujours trop d'articles, et vous allez voir que quand on fait ça, on tape vraiment à côté, et on sélectionne que 10% en général des bons articles. Vous voyez, sur les 600, moi, j'en ai sélectionné 10 qui étaient vraiment pertinents. Ce n'est pas beaucoup, mais il a fallu voir, il ne faut pas tout lire. Hein. C'est pour ça que VoiceViewer est intéressant, parce qu'il vous permet de sélectionner quasiment les articles qui sont intéressants. Et donc ça, on fait ça, et puis après ça, on a une dizaine d'articles, et c'est là où il faut quand même pouvoir les lire en entier. Donc, soit vous commandez les articles à l'éditeur, en général 40 € par article, hein, c'est à peu près ça, 40-50 € sur le nombre de pages, soit eh ben, vous avez accès au nom du producteur de document, les auteurs, vous avez souvent son mail et vous lui demandez un préprint, c'est quelque chose qui est accessible. Par exemple, vous vous demandez simplement la version qui a été acceptée par la revue, qui n'est pas publiée, mais qui a été acceptée, donc c'est la même, sauf qu'elle n'a pas été, entre guillemets, soumise au contrôle de la revue. Alors maintenant, les revues, elles doivent permettre, au-delà de 6 mois, 1 an, à permettre à l'accessibilité des données. Donc, toutes les données de 2020, c'est difficile. Après, les données d'avant, ça commence à être accessible. Voilà, c'est ce que je répondrai par rapport à ça. Après, Gérald, je pense qu'il faut aussi dire aux industriels de se renseigner auprès des étudiants qu'ils ont en stage dans leurs entreprises, puisque la plupart des étudiants ont un compte à leur bibliothèque universitaire qui leur permet d'avoir accès à un certain nombre de bases de données en ligne gratuites pour eux, et donc d'avoir accès à un certain nombre d'articles scientifiques qui ne sont pas forcément ouverts. Donc, si vous avez des stagiaires dans votre entreprise, n'hésitez pas à leur demander d'aller faire un petit tour sur leur bibliothèque, leur BU, leur bibliothèque universitaire. C'est ça. C'est une des conclusions, on parlera d'experts recherche à la fin, mais c'est vrai,
ça peut être une ressource, ou une discussion déjà avec des ingénieurs filières ou des gens, ou des gens je dirais des différentes structures qui gèrent l'innovation, qui peuvent aussi avoir accès à de l'information, quoi. Alors, on Ok. nous pose aussi deux autres petites questions rapidement. Si on imagine un produit qui est un agrégat de trois éléments A, B, C, les verrous technologiques des trois éléments A, B, C individuellement ont été levés. Par contre, est-ce que le fait d'imaginer ces trois éléments ensemble qui ne sont pas traditionnellement ensemble est un verrou en soi? Oui, je dirais oui. On fait souvent ça dans technologie, en recherche expérimentale. Ouais. C'est-à-dire qu'on part de briques. Donc, alors, par contre, il y a toujours c'est ce que j'ai remarqué, moi, c'est mon expérience, il y a toujours un qui va être limitant. Même si globalement, les trois ont été identifiés comme étant existants par ailleurs, il y a toujours un qui va être un facteur limitant et qui va générer, je dirais, le frein à votre approche. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, en fait. Il y a une dernière remarque question. On nous pose cet élément. Est-ce que l'accroissement des connaissances concerne aussi des données expérimentales? Est-ce que ça aussi, ça rentre dans l'état de l'art? Les données expérimentales que vous auriez eues en tant que société, oui, c'est important. Très important. Parce que ça montre qu'au contraire, vous avez déjà réfléchi au sujet, que globalement, vous avez approché, et donc, quelque part, vous avez aussi des éléments qui vous permettent de démarrer. Vous savez, on fait ça dans les labos, hein. Les ANR qu'on a des fois pas, c'est parce qu'on n'est pas assez mûr. Et il nous faut avancer sur le sujet, donc faire des manips comme vous, et puis commencer à se dire, tiens, on a des éléments, et ça rassure un peu les financeurs. Oui, effectivement, il faut le mettre. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et je tiens aussi à vous remercier pour votre participation. Et on va continuer la suite avec le prochain exemple. C'est ça, Gérald? Oui, le prochain exemple qui va être un peu plus rapide, bien sûr, que le premier, puisque le premier, c'était une description longue de l'outil en lui-même. Donc, l'exemple 5, je reviens sur mon fameux procédé de packaging. J'aime bien parce qu'il est compliqué. Et ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est A plus B plus C donne-t-il un D qui est innovant? Bon, et vous allez voir que c'est compliqué à mettre en avant. C'est souvent, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça au niveau du CIR, de procédés, que ce soit en automobile, en agroalimentaire, peu importe. Donc ici, la société en question veut développer un nouveau procédé de packaging de jus de fruits, on est toujours d'accord. Et là, par contre, c'est dans l'air du temps, elle voudrait faire un packaging compostable. C'est-à-dire qu'à la fin, ce petit objet ici, eh bien, l'utilisateur aurait à le mettre dans son compost, dans son jardin, s'il en a, et puis ça se composterait. Alors, en combien de temps, bon, etc. Donc ça, il y a plein de sujets, parce que c'est compliqué d'ailleurs. Et le piège, et c'est ce que j'observe du sujet, et qui sont souvent retoqués au niveau du CIR, c'est un nouveau procédé d'embouteillage de jus de fruits. Donc, globalement, le sujet commence comme ça, et on s'aperçoit, si jamais l'état de l'art n'est pas bien fait, que globalement, le sujet, en tout cas l'état de l'art ou l'état des connaissances, est complètement à côté. Alors que c'est finalement un sujet, si je revois le marché qui veut être mis en avant, c'est le sujet du matériau compostable, hein, pas du tout dans le cas d'un procédé en lui-même, même si la finalité est celle-ci. Alors, la confusion qu'il peut y avoir dans ce type d'approche de, je dirais, multi-éléments, c'est le cas du procédé, c'est finalement de confondre la contrainte d'ingénierie et les verrous scientifiques. Ce que j'observais souvent, c'est quand on posait la question des verrous, eh bien, on nous répondait par la contrainte. Je veux produire beaucoup et rapidement, coller l'étiquette en ligne, ce qui est un enjeu technique, bien sûr. Ajouter le jus stérilement, qui n'est pas simple, c'est vrai, impacté par l'eau douce, etc., etc. Bon. Et alors qu'on attendait justement à ce que les verrous scientifiques, puis il s'agit de CIR, hein, j'entends, soient, comment dirais-je, positionnés. Et qu'est-ce qui fait l'innovation dans l'ensemble de ce système compliqué? C'est le matériau, est-ce qu'il est adapté à justement, par exemple, la stérilisation? Est-ce qu'il relargue des substances chimiques, ce matériau, puisqu'on est toujours au niveau du matériau? Est-ce qu'il va supporter la stérilisation ou est-ce qu'il faut développer un autre système de stérilisation au sein même de mon procédé? Donc, c'est le A plus B plus C. Si C, c'est la stérilisation et qu'il faut repenser la stérilisation, même si je pars sur globalement un principe qui pourrait être la pasteurisation, évidemment, on se rend compte que tout est à revoir. Donc, on est bien dans un concept connu de la pasteurisation. Il faut peut-être le réadapter en jouant sur les températures et en jouant sur d'autres éléments qui peut être la diffusion de la chaleur au sein
d'une cage particulière, eh bien, il faut le repenser. Donc ça, ce n'est pas évident. Donc on est dans un… Personne ne sait répondre à ça. Donc il faut y répondre par l'expérience. Donc le verrou concerne le matériau à développer. Vous voyez, on le veut biosourcé éventuellement, donc issu d'éléments biologiques. Ça peut être la cellulose, ça peut être du recyclage du bois, peu importe. Bon. Donc l'état de l'art ne portera finalement pas du tout sur les procédés. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et pas sur la construction. Donc ça va porter sur uniquement le matériau, même pas sur le remplissage. Nous, notre sujet, ce sera nouveaux polymères biosourcés, biodégradables et stérilisables à chaud. Donc, pardon, on est en plein dans une problématique de science des matériaux, alors que l'objet lui-même est finalement le process. C'est quand même ça qu'on veut à la fin. Et on veut avoir une connotation verte sur mon packaging pour le vendre mieux par rapport à la concurrence. C'est l'objectif. Donc, or, il faut que je passe du temps et personne ne sait répondre à ça sur est-ce que mon matériau va rentrer dans toute ma chaîne de production. Est-ce que le contact avec le jus d'orange, c'est du jus d'orange qui est plutôt acide, ne va pas altérer finalement la qualité. Est-ce qu'il ne va pas avoir des relargages? Personne ne sait répondre à ça sans faire les expériences. Donc, on est en plein d'une problématique que je peux qualifier de CIR, de recherche de connaissances. Donc, quand on fait ça, je tape, moi, sur mon bon Scopus, polymère, biodégradable, packaging. Et je trouve 113 documents. Donc, je passe les détails et je parviens finalement à avoir ce panorama très petit. On n'a que 113 publications qu'on peut lire chacune ou au moins les résumés. Et je me rends compte que, tiens, il y a un mot-clé pour lequel je n'avais pas du tout prévu, c'est Active Packaging. Active Packaging, c'est quoi l'Active Packaging? C'est on inclut à l'intérieur du paquet, eh bien, par exemple des enzymes qui vont me permettre, une fois composté, eh bien, de rendre le matériau plus facilement compostable que ce qui pourrait l'être sans l'ajout, par exemple, d'une enzyme qui va être encapsulée à l'intérieur du paquet. Donc ça, c'est un sujet très à la mode, en tout cas, et qui met en avant le coating, c'est-à-dire globalement l'encapsulation, par exemple, de l'enzyme, autour et inclus dans le paquet. Vous imaginez le nombre de contraintes. C'est là où on parle des verrous. On dit, tiens, les verrous, il y en a beaucoup. Oui. Est-ce que l'enzyme va être capable de supporter les conditions, par exemple, de stérilisation, de température? Il faut une thermophile. Est-ce que globalement, l'enzyme va être capable de rester longtemps au frigo? Est-ce qu'une fois mise sur le compost, et différents composts existent, eh bien, le matériau va se dégrader facilement? En combien de temps? Personne ne sait répondre. Il faut mettre en place une expérience. Et là, c'est facilement une thèse qu'il faut mettre en place. Donc, si on revient sur mon schéma quadratique, maturité plutôt faible, si je prends cet exemple de matériaux biodégradables, verrou, connaissance, eh bien, connaissance, matériaux biodégradables, biosourcés, capables de supporter la stérilisation. Bon, là, je reprends l'exemple plus classique. Si je mets l'enzyme, c'est encore plus compliqué. Donc, origine du matériau, relation structure-fonction. C'est-à-dire que si jamais mes origines de matériaux changent, est-ce que la fonction que j'attends à la fin va être la même? C'est un verrou que j'avais imaginé, hein. Il y en a d'autres. Et donc là, ici, le sujet, ça va être c'est un sujet en sciences des matériaux pour isoler, associer, transformer les polymères, évaluer leurs propriétés, le comportement, tout un programme franchement compliqué. Par contre, si jamais, au contraire, le matériau existe, hein, par exemple, il est déjà biosourcé, vous savez qu'il existe, mais il n'a pas jamais été utilisé en agroalimentaire. C'est-à-dire que là, vous avez une transposition dans votre domaine. Il va falloir peut-être simplement, là c'est plutôt un domaine d'avoir un nouveau produit très très vite, hein, on est plutôt dans le C2I, relargage possible dans la boisson, c'est des études à faire, mais des études de performance du matériau, il va falloir peut-être un peu le transformer, mais sans avoir à faire toutes ces études initiales qui sont déjà passées, hein. Donc ça veut dire que vous allez avoir plutôt du crédit impôt innovation, donc il va falloir mettre en place des analyses de techniques, mesures polymères dans la boisson, éventuellement sous-produits de dégradation s'il y en a. Donc, vous voyez, c'est plutôt plus facile à identifier en termes de verrous. Voilà, vous voyez, c'est rapide pour ce 5e. Merci Gérald pour ce nouvel exemple. Est-ce qu'il y a des questions, Damien, de ton côté suite à ces… C'est plutôt une remarque où une personne est revenue vers moi en me disant comment finalement on décrit bien son mot-clé. C'est une bonne question parce que
comment on décrit bien? Alors déjà, à mon avis, il y a plusieurs mots-clés possibles. Et si vous avez vu la démarche, c'est une démarche finalement où je pense à des mots-clés qui peuvent exister et définir mon domaine, et en tout cas les plus futurs verrous et mon projet. Et donc, je suis obligé, dans un premier temps, de les intégrer dans la base de données qui va en générer d'autres, parce que la preuve, c'est que j'en avais 900 et quelques dans le cas de la réalité virtuelle. C'est bien plus que ce que j'avais imaginé. Et donc, vous êtes obligé de faire cette étape-là pour ensuite avoir devant vous un ensemble de mots. Et c'est quand vous les relisez, ces mots, vous vous dites, bah oui, celui-là il sonne mieux et bien mieux par rapport à ce que je pense, moi, de mon projet. Ce n'est pas toujours facile d'identifier. Et je reconnais que moi-même, sur des sujets nouveaux, on est obligé de refaire la même chose en permanence. Alors, on a plus l'habitude, on maîtrise les banques de données, etc. On est obligé à chaque fois de relancer l'approche. C'est ce qu'on fait avec nos doctorants. Et même les doctorants qui sont en master et qui vont en doctorat, ben, ils ont cette difficulté-là à approcher la technique de la recherche du mot-clé. Et bon, plus ils avancent dans le sujet, plus ils les maîtrisent, ces mots-clés. Mais au début, c'est le même truc, c'est toujours le même développement itératif de je positionne des mots-clés possibles, déjà je cloisonne, et après je vais les chercher, et je vais générer d'autres mots-clés. Et c'est là où petit à petit, vous allez voir vos mots-clés qui vont vraiment se spécialiser par rapport à votre attente. Et au départ, ce n'est pas si facile. Donc, ne craignez rien. Si au départ, vous n'avez pas le ou les mots-clés, c'est normal d'ailleurs, sauf si vous êtes l'expert de l'expert. Donc, le sujet va être évidemment avancé très vite. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous avez besoin, vous, de vous approprier un sujet, c'est normal que vous alliez faire cette démarche et de récupérer ensuite de plus en plus de mots-clés. Et c'est au fur et à mesure que vous allez rentrer dans la littérature, même les titres, hein, et même d'ailleurs le résumé, mais déjà les titres, et puis la façon dont je vous ai montré d'aller chercher les mots-clés sur Scopus, vous allez voir, ça va aller très vite, les choix. Très bien. Merci Gérald. Est-ce qu'il y avait une autre question, Damien? Non, pas pour l'instant. Non. Eh bien, je te laisse continuer sur le dernier exemple. C'est bien ça? C'est ça, le dernier exemple. Donc, c'est un exemple tiré dans le domaine du médical où, ici, j'ai fait exprès un exemple où vous allez voir qu'on va passer, ça explique ce que je viens de dire, de mot-clé en mot-clé. C'est-à-dire qu'on passe d'idées au départ, préconçues, de ce qu'on imagine comme étant les bons mots-clés. Et puis, au fur et à mesure de l'approche itérative que je suggère, eh bien, on va se rendre compte qu'on redimensionne quasiment le projet parce que l'approche simple que j'ai faite ne permet pas de proposer des choses originales. Alors, le sujet, c'est celui-ci. Une société dans le domaine du dialyseur souhaite faire globalement du contrôle continu, je dirais du contrôle procédé, de façon générale, avoir une interaction plutôt favorable entre le dialysé et le dialyseur pour qu'à tout moment, il puisse accorder les débits de pompe, etc., par rapport à un paramètre ou plusieurs paramètres sanguins, dont par exemple le glucose. C'est l'idée de base. Donc, il faut connaître cette valeur de glucose. Donc, évidemment, le glucose est connu. Il y a des méthodes connues parfaitement, des biocapteurs, il y a des méthodes chimiques. Mais la contrainte, elle n'est pas tellement là. Elle est surtout dans la capacité de le faire en continu, avec une approche qui est régulière. La dialyse devant être le plus courte possible, il faut être capable de répondre rapidement à toute sollicitation et toute variation. Donc, qu'est-ce qui va faire l'innovation? C'est ma vision à moi. Donc, l'interface homme-machine, bien entendu, l'interaction qui peut interagir avec, après une cohorte importante, intégrer de l'intelligence artificielle pour un petit peu mieux coordonner l'approche de la machine avec le patient, donc le logiciel de pilotage intégré, la mesure elle-même du glucose, qui peut être un paramètre important, et c'est le choix qu'a fait la société de se dire on va focaliser notre approche, puisqu'il nous semble être original d'intégrer de la mesure en continu du glucose. Je prends cet exemple. Quand je fais ça, surprise, Blood, vous voyez mes mots-clés, je commence par ça, sang, bioule, dialyse et glucose. C'est les 3 mots-clés qui viennent à l'esprit. Donc, j'ai que 88 occurrences, donc 88 articles. Et je vous montre, par exemple, les 2 premiers. Le premier semble bien dans le topic que je veux mettre en avant. Automated Remote Monitoring for Peritoneal Dialysis and its Impact on Blood Pressure. Ça commence à être intéressant. Puis le deuxième, il n'a rien à voir du tout avec ce que je veux mettre en avant. Donc, vous voyez, force-faiblesse de la recherche de mots-clés, mais c'est comme ça. Phase 1, j'ai tout. Phase 2, je sélectionne. Phase 3, j'écris.
Donc, mid-arm, donc quand vous lisez ça, je ne vais pas le faire, on se rend compte que c'est plutôt de l'analyse de comportement, mais pas du tout de monitoring. Donc, je mets ça, je vais tout exporter, je mets ça sur VoiceViewer, comme je vous l'ai expliqué, et j'ai ça. Donc, j'ai un panorama, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs à peu près. Donc, 6 grands thèmes d'approche du même sujet, blood, dialyse, et donc des sujets qui sont complètement à côté, et puis des sujets qui sont plutôt intéressants. Et vous voyez, dialyse, donc glucose, je l'ai ici, hein, c'est quand même là-dessus que je vais me focaliser pour essayer d'avoir un marché. Et puis, il va interagir avec différentes choses, dont finalement continuous monitoring. Ah, ça m'intéresse. Donc, je vais aller refaire mon itération parce que là, je recherche d'autres mots-clés. Celui-ci, je n'y avais pas pensé. Donc, je refais ça, monitoring, dialyse, glucose, et j'ai 32 articles qui viennent. Donc, je les réactive, je les reprends. Et cette fois-ci, je refais mon VoiceViewer. Donc, c'est rapide, ça vous prend 5 minutes. Hein, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Et puis, je me rends compte qu'on voit une technique de mesure qui est l'infrarouge, infrared spectroscopie. Et c'est une technique, et elle se dit, mais pourquoi pas explorer d'autres pistes? Parce que si d'autres y ont déjà pensé, ben, il risque d'y avoir peut-être un brevet, donc ça vaut le coup d'aller voir le brevet en question, en tout cas la publication, puis voir si la publication a été faite, par exemple, il y a 5-10 ans. Bon, il est vraisemblable qu'un brevet soit sorti, puisque c'est le temps qu'il faut à peu près, il faut quand même 3-4 ans après. Donc, pour que l'objet soit sorti, donc ça vaut le coup d'aller voir dans les brevets, ou bien en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une autre approche que ça? Et donc, c'est se baser sur, par exemple, Continuous Glucose Monitoring, et pourquoi pas utiliser une autre méthode de mesure, c'est par exemple le biocapteur, donc le capteur biologique du glucose. Alors ça, il se trouve que ça existe. Beaucoup de gens qui ont un diabète connaissent parfaitement bien les petites languettes qu'on utilise pour faire la mesure de glucose, mais ce sont des systèmes qui ne sont pas du tout utilisés en contrôle continu. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, ça existe peu. Donc, quand je fais ça, je retrouve 81 articles. Pareil, vous voyez, je me réapproprie l'état de l'art petit à petit pour refocaliser en fait mon approche. Et je me retrouve avec glucose, biosensor, mais personne, globalement, whole blood, mais c'est vrai que personne met dialyse dedans. Donc, on a un champ un peu libre qui nous permet d'accéder peut-être à une nouvelle approche de la technologie et de refocaliser ma future approche vers l'intégration de ces biocapteurs-là. Donc, une étude plus tournée vers ces systèmes de mesure hybrides pour l'intégrer ensuite dans notre système futur de dialyse. Voilà un petit peu l'approche que je propose. Donc, si on revient sur mon approche TRL et maturité, etc., bon, si c'est plutôt, on voit que les biocapteurs glucose existent en ambulatoire, c'est-à-dire que finalement, c'est des systèmes jetables à chaque fois, une analyse, on jette, ce n'est pas du tout adapté au contrôle continu. Donc, alors, c'est un vrai sujet compliqué à mettre en place, puisqu'il faut plein de verrous, hein, durée de vie du biocapteur. Est-ce qu'il va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures? Donc, il va falloir travailler éventuellement sur ça. La sensibilité, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il ne va pas avoir un fouling, donc par exemple des plaquettes, des globules rouges qui vont se mettre sur la membrane, qui vont perturber l'analyse? Personne ne sait répondre à ça. Donc, il va falloir mettre en place une étude. Donc, c'est une véritable recherche à part entière. Si maintenant, par contre, vous isolez par brevet que l'industrie agroalimentaire dans le domaine des jus de fruits, par exemple, l'a déjà utilisé pour le contrôle continu sur une chaîne de procédés, ben, ça veut dire que vous, dans le domaine du sanguin, votre contrainte d'usage est complètement différente. Hein. Vous passez de l'agro à la santé. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, peut-être même en termes de stérilisation et en termes même de relargage. Vous imaginez, il y a un contact direct. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de relargage dans le sang. Donc, c'est des contraintes importantes. Donc, il va falloir, c'est plutôt du C2I, mais c'est quand même un produit qui va être complètement original. Et donc, il va falloir travailler sur la capacité d'intégration, par exemple, la taille, et travailler sur la réduction de la taille, par exemple. Voilà pour ce qui est de l'approche. Donc, justement, l'approche de la fin. Donc, c'est un peu ma conclusion en différents points. J'espère vous avoir démontré que, au travers de l'état d'art, les verrous, on commence tous par là, quel que soit le domaine, pour réaliser des demandes de futurs projets de financement. Tous, on ne commence que par là. Et on a besoin de ça, d'ailleurs, pour se confronter à la réalité, pour pouvoir se dire, ben, c'est bon choix, pas un bon choix. On fait tous ça, hein, moi-même. Hein. Le verrou s'identifie par une démarche itérative. Donc, vous voyez, ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout de suite qu'on le sait. C'est au fur et à mesure qu'on a approché la littérature. C'est pour ça qu'il y a une interaction toujours avec
avec l'état de l'art. Donc, la connaissance et puis les brevets pour se dire, bah oui, c'est le bon verrou finalement, ou je réoriente tout de suite mon étude. Le verrou est levé ou pas par une confrontation à l'état de l'art, ou ça c'est classique, ou les brevets, hein, CUR, C2I pour clarifier. Donc, l'état de l'art, processus de création structuré. Donc, 3 étapes. Hein, je cherche l'info, je la sélectionne et j'écris. Et c'est cette partie-là écrite que vous allez pouvoir même. VoiceViewer peut être un très bon début d'état de l'art dans un CIR. Hein. Quand vous mettez le panorama VoiceViewer tel que certains que j'ai montré ici, et vous démarrez votre explication en disant, voilà, la littérature actuellement, c'est ça, il y a X articles qui parlent de ça, et vous en sélectionnez un nombre suffisamment pertinent pour les décrire, avec les forces et les faiblesses. C'est ça qu'il faut faire. Nous, c'est ce qu'on fait dans les demandes ANR, par exemple. On commence tous à mettre ce type d'approche bibliométrique qui permet d'avoir une vision globale du processus de création de la connaissance et puis après de proposer une approche plus pointue sur les domaines que vous avez identifiés. On fait beaucoup ça, donc n'hésitez pas aussi à le faire. Mais évidemment, il faut écrire ce que j'appelle l'état de l'art, donc ce texte qui est évidemment plus court quand vous mettez VoiceViewer, qui vous permet d'avoir un panorama rapide. Et donc, le positionnement par rapport à la connaissance, évidemment, vous permet de définir les forces et les faiblesses de votre projet et de le bâtir par rapport à ça. Bon, et le conseil ou les conseils, c'est bien sûr, on en a parlé déjà avec Damien et puis Florge, engagez des docteurs dans votre entreprise, pensez au CIR, au doublement, associez-vous à des structures de recherche académiques ou privées, mais il faut qu'elles soient agréées, donc ils ont tous le bagage pour faire ce genre d'approche. L'info, vous pouvez aller demander sous contrat à l'INIS de vous faire un état de l'art. Et si vous n'avez pas les bons mots-clés, l'état de l'art, il n'avancera pas parce que globalement, ils ne savent pas, eux, les mots-clés dont vous avez besoin. Donc, ça va être compliqué. Et puis, évidemment, pensez à des masters. Damien en parlait, bien sûr. Si vous n'en avez pas, pensez à ce que propose la région, master expérience recherche, pour dégrossir un sujet. Même si vous commencez, ça vous permet de dégrossir le sujet, élaborer un état de l'art. Vous avez ici le lien vers expérience recherche. Et puis pour conclure et puis sourire un peu, vous n'aurez qu'à voir ici les verrous. Où ils sont ces verrous? Dans ce qu'a fait, évidemment, c'est un dessin fantastique où Jean Carbone, le député centriste, a créé la 3e voie. Donc, où sont les verrous là-dessus? Je vous laisse y réfléchir. Voilà, merci pour votre attention. Merci Gérald pour cette présentation claire et détaillée. Je ne sais pas s'il reste quelques questions avant de conclure. Non, pour l'instant, pas d'autres questions sont apparues. Très bien. En tout cas, merci infiniment pour votre participation et d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez contacter votre référente CIR pour plus de questions, que ce soit sur le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, ou pour toute autre question sur structurer votre projet de R&D, aussi sur la question de JEI et de propriété intellectuelle. C'était donc le premier webinaire du cycle Structurer son projet R&D pas à pas. Nous allons vous en proposer d'autres qui, pour certains, sont encore à définir, mais d'ores et déjà, nous savons que le 1er juin, nous ferons un webinaire avec Madame Lelong de la DGFiP qui nous présentera l'accompagnement fiscal des PME innovantes. Donc, c'est un nouveau service qui est proposé par la DGFiP pour répondre aussi aux des questions fiscales qui sont parfois aussi plus larges que les projets de R&D, mais ça peut être aussi intéressant pour vous. On vous fournira l'information plus en détail et notamment dans un email pour vous remercier pour votre participation à ce webinaire avec également le lien vers le replay et la présentation PowerPoint. Donc, voilà. Et la diapose, peut-être tu peux la remettre, Gérald, avec les coordonnées des références si quelqu'un veut la reprendre. Bien sûr le mettre. C'est Muriel, merci. Alors, je regardais, les gens ont l'air contents, je suis content donc. Vous savez, quand j'ai mes étudiants qui sourient à la fin, je suis content. Voilà. Alors, très bien. C'est important. Alors, attendez. Alors, voilà, comment je vais faire? Ah, si, j'ai une idée. C'était la 2e. Ouais. Mais je pense qu'on vous donnera également nos coordonnées dans l'email. La remettre. Voilà. Donc, évidemment, maintenant, l'idée, c'est de pratiquer, hein, comme tout le monde fait d'ailleurs, et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est du temps à passer, bien sûr, hein, mais ce n'est pas compliqué et c'est très instructif parce que vous allez voir que vous allez devenir vous-même expert
dans votre domaine précis. Chaque société a son domaine et il n'y a rien de plus finalement intéressant et agréable de pouvoir parler de son domaine avec justement la vision globale et internationale qu'on peut imaginer sur un sujet pour être incollable, tout simplement. Voilà. Très bien, merci pour ce mot de la fin, Gérald. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci. Au revoir. Au revoir.